Dossier 5, page 68. Activités 2 et 3. Louis XIV, enfant, avait été très marqué par la Fronde. Il avait été obligé avec sa mère et le cardinal Mazarin, ils avaient été obligés de fuir Paris en pleine nuit à cause des révoltes qui avaient lieu dans Paris. Il était arrivé au château de Saint-Germain qui n'était pas meublé parce qu'à cette époque, il faut savoir que les châteaux n'étaient pas meublés en permanence. Les meubles se déplaçaient. Oui, on les meublait quand le roi arrivait. Et cet enfant, qui était Louis XIV, a gardé un souvenir atroce de cette première nuit au château de Saint-Germain et de l'humiliation que ça avait été d'être obligé de fuir devant les frondeurs parisiens. Et de toute sa vie, il n'a cessé de penser à installer la cour, ses serfs, c'est-à-dire ses grands dignitaires, autour de lui, pour qu'il n'ait pas la tentation d'aller fronder, d'aller se mêler aux cabales parisiennes. C'était la grande idée de Louis XIV. C'était la grande idée qui a eu une utilité au début et qui a cessé de l'avoir à la fin. Au fond, ça s'est avéré sclérosant, c'est-à-dire ils vivaient tous en bocal, enfermés dans un seul endroit. Parce qu'on ne savait plus très bien justement ce qui se passait à Paris. On n'avait plus de contact avec le peuple non plus. On n'avait plus de contact avec le peuple. Alors bien sûr, on était protégé des rumeurs et des révoltes du peuple, mais on était mal renseigné sur ce qui se passait à Paris. Et ça a été certainement une des causes de la Révolution, parce que si on avait su ce qui se passait et à quel point les esprits fermentaient, on aurait peut-être pu agir. Anticiper. Mais Louis XIV, qui est pourtant un homme intelligent, n'a pas compris ça, s'est laissé enfermer dans Versailles, et il faut dire que ses successeurs ne l'ont pas compris non plus, ni Louis XV ni Louis XVI, puisque vous vous rappelez que Louis XVI, les boulangères de Paris sont venues rechercher le boulanger, sa femme et le petit mitron. Ça veut dire, oui, qu'il avait perdu le contact. Ils avaient perdu le contact. Oui. Et le plus grave, c'est que les grands seigneurs qui étaient à Versailles s'y ennuyaient tellement, étaient tellement mal logés, qu'ils faisaient des escapades à Paris tout le temps, quand leurs heures de service le permettaient, et qu'eux se trouvaient contaminés par les idées nouvelles, si bien que même ces courtisans de Versailles n'étaient plus sûrs politiquement. Dossier 5, page 71. Activités 6, 7 et 8. Le gouvernement a décidé de lancer à partir d'aujourd'hui dans tout le pays une grande expérimentation sur la base du volontariat de ce qu'on appelle le CV anonyme. Et il me semble que cette affaire remonte au temps où, Azouz Begag, vous étiez ministre, puisque donc une loi a été votée en 2006 qui impose, je l'ai défendu à l'Assemblée, oui. Ouais, qui impose le CV anonyme pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le problème, c'est que les décrets de votre loi n'ont jamais été publiés. Ça tient peut-être à votre départ du gouvernement. Et donc l'idée bien entendu est de diminuer le risque de discrimination raciale. Il y a déjà des entreprises qui le pratiquent, absolument sur la base. Donc c'est un CV sans nom, sans adresse, sans mention d'origine. Alors moi j'avoue que sur le papier je trouve ça assez séduisant, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. On laisse Azouz Begag un peu sur le côté. Je vais faire la synthèse. Voilà, sur le côté parce qu'il nous a dit qu'il avait changé d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça, Guylaine, tiens, la première. Eh ben moi je dis que devoir avancer masqué, sans nom, sans adresse, quand on est français, pour postuler à un emploi, je trouve que c'est pas extraordinaire. Moi, ça me gêne. Vous trouvez ça pas digne? Et je suis pas sûre que ce soit très efficace. Moi, je crois à plusieurs choses. Je crois, par exemple, à l'exemplarité. Je pense que Harry Roselmack à TF1 aux 20h, c'est formidable. Je crois que les lycées d'excellence et les prépas dans les banlieues difficiles, c'est très très bien. Je crois que toutes les missions qui sont menées par le Pôle emploi pour aider les jeunes à avoir des stages quand ils sont en alternance ou en formation professionnelle, ça c'est formidable. Je pense que c'est une énergie collective. Mais se mettre une couverture sur la tête au moment de l'embauche. Mais alors le CV anonyme, pour moi, c'est un gadget qui donne bonne conscience. C'est lancé par des PDG qui croient qu'ils font avancer les choses dans leur boîte comme ça. Alain Gérard. Ce n'est pas le CV anonyme, c'est pas seulement une parade contre le racisme. Ça peut être une parade contre cette notion que nous venons de découvrir depuis peu, qui est le népotisme ou qui est le favoritisme. C'est on peut se retrouver à recruter son fils, mais sans le savoir. Mais sans le savoir. Ce qui, reconnaissez-le, libère la conscience. Non. D'une manière générale, soyons sérieux. Quand on a apprécié un dossier, sans savoir la nature, la qualité du candidat,
Ouais. On apprécie un dossier. Un profil. Et puis, on voit arriver un profil qu'on n'attendait pas. Ça a un effet pédagogique aussi sur le recruteur. Il faut pas être absurde. Les gens sont pas le des recruteur, racistes. Il se dit, j'avais des préjugés. Il s'est dit, évidemment, parce que le plus souvent, c'est ça. On juge sur la gueule. C'est ça, le vrai problème. Absolument. Juger sur la mine. Et déjà du temps de La Fontaine, on jugeait sur la mine. C'est pas nouveau. Donc, moi, si vous voulez, j'étais d'abord contre, pour les raisons exactement, de Guylaine, exactement les mêmes raisons. Et aujourd'hui, je pense qu'au fond, c'est pas une si mauvaise idée, et que ça vaut mieux que les discriminations positives. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que moi je suis maintenant changer d'avis. Azouz Begga, c'est intéressant, c'est une loi que vous avez donc portée devant l'Assemblée nationale en 2006, qui a pas eu de décret d'application, donc qui n'a jamais été appliqué. De toute façon, vous avez changé d'avis. Personne n'en voulait pas. Dossier 5, page 73. Activités 7 et 8. Il y a un phénomène assez extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'ils ont réussi à créer en 30 ans une vaste classe moyenne noire. En 30 ans. Les causes de ça, c'est quoi? C'est en partie, effectivement, la politique des quotas qui a été utilisée dans le domaine de l'université pendant un certain temps. Mais c'est surtout autre chose. C'est surtout le fait que les Américains n'ont pas de carte scolaire depuis très longtemps. C'est-à-dire que la liberté de choisir l'école est très grande et que d'autre part, les établissements scolaires sont extraordinairement diversifiés, de telle sorte que chacun trouve chaussure à son pied beaucoup plus facilement qu'ici. C'est ce qui a créé la classe moyenne, c'est ce qui a toujours existé aux États-Unis, c'est que le système scolaire et universitaire est extraordinairement diversifié. Vous avez des universités qui sont les plus grandes universités mondiales, puis vous avez des universités qui feraient pâle figure à côté d'un lycée de banlieue parisien. Ça existe aussi. Il y a une extraordinaire diversification, à la fois du point de vue des types de curriculum, du point de vue du niveau de prestige, etc. Le résultat, c'est que tout le monde, après des hésitations, des essais, des erreurs, tout le monde finit par trouver sa voie beaucoup plus facilement que dans un système beaucoup plus unifié, uniformisé, comme le sont les systèmes continentaux et particulièrement le système français. La cause la plus fondamentale, c'est que vous avez moins d'échecs. Vous savez très bien qu'ici, ce qui caractérise beaucoup le système français, c'est le taux extraordinaire des échecs, l'entrée à l'université, etc. Dans un système très diversifié comme le système américain, dont je ne fais pas du tout la panacée universelle, mais simplement c'est un système d'une nature un peu différente pour des raisons historiques, tout simplement parce que c'est un pays qui a été organisé beaucoup moins sous la tutelle de l'État et beaucoup plus comme l'effet de toutes sortes d'initiatives privées. Le résultat de cette histoire très différente des États-Unis, c'est que vous avez une très grande diversification des établissements et par conséquent, si vous sentez que vous pouvez pas aller à Harvard, tout le monde peut pas aller à Harvard, de même que tout le monde n'a pas à Polytechnique, si vous pouvez pas aller à Harvard, vous essayez un niveau un peu plus bas, puis si ça marche pas, un niveau un petit peu plus bas, puis si cette filière va pas, vous allez en trouver une autre à côté, de telle sorte que vous allez trouver une porte d'entrée quelque part. Dossier 5, page 74. Activité 2A. L'allusion historique d'aujourd'hui dans cette rubrique, c'est du bois dont on fait les flûtes. Il ne s'agit pas du bois en deux mots, mais d'un monsieur Dubois, ce qui change tout. Un monsieur Dubois, André de son prénom, député d'Angers sous Louis-Philippe. En 1833, le journal satirique Charivari, qui vient de se créer, s'en prend assez méchamment, il faut bien le dire, à ce politicien conservateur, pusillanime, qui suit comme un petit chien les ordres du gouvernement. L'article du Charivari est accompagné d'un portrait sous-titré Dubois en un mot, Dubois dont on fait les flûtes. Comprenez que le député est bien taillé pour prendre part au concert de louanges qu'attend le nouveau roi. Lorsqu'elle est citée dans sa forme complète, donc, Dubois dont on fait les flûtes, l'expression dénonce un homme timoré, qui adopte facilement l'opinion dominante, qui sera toujours l'avis de l'avis du pouvoir. Aujourd'hui, on l'emploie surtout de manière un petit peu moins complète. Lorsqu'on parle du bois dont on fait les gestionnaires, les artistes, les sportifs, c'est nettement plus valorisant et l'allusion du départ est bien oubliée.